Bienvenue dans le débat. Le cessez-le-feu va-t-il tenir? C'est la question qu'on se pose ce soir. 2 semaines de cessez-le-feu après 39 jours de guerre au Moyen-Orient. C'était Trump qui l'avait annoncé un peu plus d'une heure avant la fin de l'ultimatum qu'il avait fixé à l'Iran. Et alors qu'il avait parlé de la disparition d'une civilisation entière, le détroit d'Ormuz a été rouvert. Ça a été en tout cas confirmé par Pete Hegseth, le ministre de la Défense américain. Le chef de la diplomatie iranienne, Arakchi, avait affirmé que l'Iran allait autoriser 2 semaines de passage dans le détroit pendant les discussions en vue d'un accord. Le prix du pétrole, d'ailleurs, a immédiatement baissé. Le baril de Brent a perdu 12%. Il est passé en dessous des 95 $ le baril après cette annonce. Mais déjà, l'Iran évoque avec le médiateur pakistanais les violations du cessez-le-feu par Israël au Liban. L'armée israélienne a annoncé avoir frappé une centaine d'objectifs du Hezbollah à travers le Liban, affirmant qu'il s'agissait de la plus grande frappe coordonnée contre le Hezbollah depuis le début de la guerre. Des frappes qui ont fait des dizaines de morts. On va tout de suite justement retrouver Benyamin Netanyahou qui donne une conférence de presse, en tout cas qui fait une allocution en ce moment tout de suite donc en Israël. Dans les abris, nous avons obtenu ensemble des résultats extraordinaires. Nos combattants sur le front et vous à l'arrière. Mais d'abord et avant tout, je voudrais saluer ceux qui sont tombés au combat. Je voudrais embrasser les familles endeuillées et envoyer en votre nom à tous des souhaits de prompt rétablissement à nos chers blessés. Mes frères et mes sœurs, l'État d'Israël a obtenu des résultats énormes, des résultats qui jusqu'il y a peu auraient semblé totalement imaginaires. L'Iran est plus faible que jamais, Israël est plus fort que jamais. Voilà ici la conclusion de cette campagne jusqu'à cet instant. Et je voudrais vous dire que nous avons encore des objectifs à atteindre, que nous allons atteindre ou par un accord ou en reprenant les combats. Parce que nous sommes prêts à revenir au combat à chaque instant nécessaire. Nous avons donc le doigt sur la gâchette. Comme vous le savez, cette nuit est entrée en vigueur un cessez-le-feu temporaire de 2 semaines entre les États-Unis et l'Iran en pleine coordination avec Israël. Non, ils ne nous ont pas surpris à la dernière minute. Je voudrais encore souligner que ce n'est pas la fin de la guerre, c'est la préparation pour arriver à tous nos objectifs. L'Iran commence ses négociations alors qu'il a été frappé et affaibli plus que jamais. L'Iran s'est engagé à ouvrir le détroit d'Ormuz après avoir renoncé à toutes ses préconditions. Ils ont renoncé à l'annulation des sanctions, le cessez-le-feu au Liban et l'arrêt total de la guerre alors que l'Iran est plus affaibli que jamais. Israël est fort comme jamais il ne l'a été. Il y a 6 semaines, pour la première fois dans l'histoire, nous avons commencé une guerre coude à coude, épaule à épaule avec mon ami, le président Trump et notre grande allié, les États-Unis. Nous avons commencé une campagne historique, la plus grande campagne qu'ait jamais connue le Proche-Orient. Une telle chose n'avait jamais eu lieu dans l'histoire d'Israël. Une telle alliance entre Israël et les États-Unis contre notre plus grand ennemi n'a jamais eu lieu dans l'histoire d'Israël non plus. Et oui, je peux calmer ceux qui se préoccupent des relations entre moi et le président Trump. Il nous dit "You guys are great". Nous parlons chaque jour et nous sourions quand nous entendons toutes sortes d'évaluations et d'estimations. En tout cas, ceux qui veulent ignorer la puissance de ce partenariat, eh bien, ignorent la vérité. Comme l'a dit le ministre de la Guerre américain Pete Hegseth aujourd'hui, le respect d'Israël comme allié sur le champ de bataille, ils ont salué notre capacité, notre courage, notre témérité. Eh bien, cette estime est au summum. Donald Trump, mon très cher ami, je tiens à vous remercier pour votre leadership et pour votre amitié, cette amitié profonde entre nous, cette amitié profonde entre Israël et les États-Unis change
change l'aspect du Proche-Orient. Nous sommes partis ensemble pour lever une menace existentielle contre Israël et contre le monde libre entier. Et c'est ce que nous allons obtenir. Nous y allons pas à pas, étape après étape, objectif après objectif. Si nous n'avions pas lancé cette campagne, et la campagne du mois de juin d'abord, eh bien, l'Iran aurait déjà depuis longtemps l'arme nucléaire et l'Iran aurait encore des milliers de missiles pour détruire Israël et pour menacer notre existence à tous. Cette double menace existentielle, nous l'avons éloignée de nous. Nous avons ramené le régime terroriste iranien des années en arrière. Nous l'avons affaibli. Et ce que nous avons obtenu jusqu'à présent, eh bien, nous avons stoppé la machine à fabriquer des missiles en Iran. Non seulement nous avons détruit des missiles, mais nous avons détruit surtout les usines qui servent à fabriquer les missiles. Et donc, ils continuent à tirer ce qu'ils ont en réserve, mais c'est une réserve qui va se réduisant et ils ne peuvent plus fabriquer de missiles. Nous avons porté gravement atteinte à leur programme nucléaire. Nous avons détruit de nombreuses infrastructures nucléaires, des centres de centrifugeuses et autre chose. Nous avons éliminé d'autres scientifiques nucléaires qui ont rejoint ceux que nous avions éliminés lors de l'opération du mois de juin. Il nous reste encore des choses à faire et comme l'ont dit les dirigeants de l'administration Trump, tout l'uranium enrichi est encore en Iran, ou bien il sera évacué par accord ou bien par des moyens militaires. Et nous sommes entièrement d'accord sur ce point. Nous avons stoppé la machine à fabriquer de l'argent et des armes. C'est donc les fabriques d'acier, les fabriques de construction de missiles. Nous avons détruit des ponts, des infrastructures ferroviaires. Nous avons détruit la marine iranienne. Nous avons détruit des lanceurs de missiles. Nous avons porté gravement atteinte à tout le système de répression du régime. Nous avons éliminé des centaines d'activistes du régime et nous avons fait la preuve que nous pouvons les chasser partout et ils n'ont pas où se cacher. Nous avons liquidé les dirigeants du tyran Khamenei jusqu'aux dirigeants du Basij et des gardiens de la révolution. Grâce à la puissance et la volonté ferme et la fermeté d'Israël que tout le monde voit au Proche-Orient, eh bien, nous créons de nouvelles alliances avec des États de la région. Et maintenant, j'ai exigé que ce cessez-le-feu provisoire en Iran n'inclut pas le Hezbollah et nous allons continuer à frapper le Hezbollah avec puissance. Nous avons aujourd'hui donné le plus grave coup au Hezbollah qu'il n'avait reçu depuis l'opération des Beepers. Nous avons attaqué 100 cibles en 10 minutes dans des lieux où le Hezbollah était sûr qu'il ne pouvait pas être atteint. Les magnifiques habitants du nord du pays d'Israël, nous allons vous ramener votre sécurité. C'est promis, nous avons créé une bande de sécurité au-delà de notre frontière, sur le territoire libanais, comme à Gaza, où nous contrôlons plus de la moitié de la bande de Gaza et nous acculons le Hamas de toutes parts, citoyens d'Israël. Ceux qui essaient d'ignorer ces magnifiques résultats de l'État d'Israël, des soldats d'Israël, ceux qui essaient de les amenuiser ou de les mépriser, ou bien ils ne savent pas de quoi ils parlent, ou bien ils parlent avec des arguments faussés. Parce que la vérité est simple. Comme je vous l'ai promis dès le début de cette guerre de renaissance, nous avons changé le visage du Proche-Orient pour le bien d'Israël de manière extraordinaire et nous continuerons à ce faire parce que nous sommes à l'initiative, nous sommes au combat et avec l'aide de Dieu, nous allons être ceux qui l'emportent. Je vous souhaite de bonnes fêtes, des fêtes de l'unité et une fête de la Mimouna à la fin de Pâques. La Benyamin Netanyahou que vous venez d'entendre. On va en parler dans le débat avec mes invités. Guillaume Lascon-Jarias est avec nous. Bonsoir. Historien militaire, professeur à la Sorbonne Université, ancien chercheur à l'OTAN. Bienvenue. David Rigoleros, bonsoir. Rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique, chercheur spécialiste du Moyen-Orient et rattaché à l'Institut français d'analyse stratégique. Nous avons Kian Habibian ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes cofondateur de We Are Iranian Students. Et puis Georges Melbruno, bonsoir. Grand reporter au Figaro
Figaro. Bonsoir Georges. Donc on vient d'entendre Benyamin Netanyahou. Pour replacer un peu de contexte, il y a eu donc cet ultimatum de Donald Trump suivi de l'annonce d'un cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran. Ça, c'était la nuit dernière. Une réouverture du détroit d'Ormuz et juste après des frappes, probablement les frappes les plus importantes d'Israël au Liban. Et immédiatement après, donc, des déclarations à une sorte de rétropédalage iranien. Et vous avez écouté à l'instant donc Benyamin Netanyahou. Georges Malbruno, pour faire un point sur ce qu'a dit Benyamin Netanyahou, aujourd'hui, on n'était pas sûr, et c'était un peu la question, on n'était pas sûr que Benyamin Netanyahou avait été mis au courant de l'annonce du cessez-le-feu par Donald Trump. Or là, il a affirmé « si nos relations sont au beau fixe, les relations avec Trump, et j'étais au courant ». Or, comme il y a eu ces frappes très fortes contre le Liban, on n'en était pas sûr. On avait l'impression qu'il avait été déçu de ne pas avoir été mis dans la boucle. Alors, non, là, il s'adresse à un autosatisfecit, hein, et il nous dit aussi que pour démentir ceux qui pensaient justement que Donald Trump lui avait tordu le bras, qu'il a été mis dans la boucle, ce qui paraissait peu probable. Et surtout, Benyamin Netanyahou nous tient un discours qui est celui de l'après-assassinat de Nasrallah en 2024, l'après-guerre des 12 jours en 2025, c'est-à-dire, voilà, j'ai rasé, j'ai détruit, ça va mieux, etc. C'est pas fini. Il oublie de dire justement qu'effectivement, il a rasé beaucoup de choses, mais que rien n'a été réglé parce que rien n'a repoussé à la place, si ce n'est un Hezbollah affaibli, mais qui est toujours là, et qu'aujourd'hui, l'Iran est toujours là, affaibli, mais résilient. Donc, c'est une espèce de fuite en avant dans une militariste, voilà, qui ira où, je ne sais pas, mais qui n'assurera pas, à mon avis, la sécurité d'Israël à moyen terme. Siavosh Ghazi, vous êtes notre correspondant à Téhéran. Vous êtes avec nous. Siavosh, d'abord un mot sur les réactions en Iran. On vient d'entendre Benyamin Netanyahou. On entend dire, mais peut-être que vous allez nous confirmer ou pas, qu'il y aurait une fermeture du détroit d'Ormuz suite justement à ces frappes d'Israël au Liban. Donc en fait vraiment une remise en question de cette trêve entre les États-Unis et l'Iran. Oui, exactement. Ce matin, le ton était plutôt optimiste. On criait victoire en Iran. Ce soir, c'est plutôt le pessimisme qui domine et donc des menaces de frappe, de nouvelles frappes contre Israël, puisque le commandant en chef de la force aérospatiale des gardiens de la Révolution a publié un texte sur le réseau X pour affirmer que toute agression contre le Hezbollah était une agression contre l'Iran et donc les gardiens de la Révolution préparaient une réponse ferme et dure pour répondre aux crimes commis, je le cite, aux crimes commis par le régime sioniste. Donc on peut s'attendre à des frappes iraniennes contre Israël dans les heures qui viennent. Ça a été confirmé par un communiqué officiel des gardiens de la Révolution qui affirme que si de ces agressions israéliennes ne sont pas immédiatement arrêtées, eh bien l'Iran frappera de nouveau Israël. Et donc on est à deux doigts de la rupture du cessez-le-feu, d'autant plus que selon l'agence Fars, ce matin, il y a 2 navires qui ont pu passer le détroit après l'annonce du cessez-le-feu, mais avec le début des frappes israéliennes contre le Liban, eh bien, le détroit a été de nouveau fermé. C'est la position qui a été annoncée par l'agence officielle Fars, qui est proche des gardiens de la Révolution. Et enfin, côté négociation, le président iranien a appelé ce soir même son homologue pakistanais pour dire que, en fait, l'Iran avait mis sur la table son plan en 10 points qui avaient été acceptés par les États-Unis comme base de discussion. Et dans ce plan, il y avait donc l'arrêt de tous les conflits dans le Proche-Orient. Et donc, ces actions militaires contre le Hezbollah ne sont pas acceptables pour l'Iran. Et enfin, que l'Iran pourrait ne pas participer, selon certains médias, ne pas participer aux discussions de lundi et se retirer totalement du cessez-le-feu, du processus du cessez-le-feu. Donc, on est vraiment à 2 doigts de l'annonce d'une suspension ou d'un arrêt total du cessez-le-feu qui a été annoncé la nuit dernière vers 2 heures du matin hors de Téhéran. Merci Siavosh Ghazi, donc en direct de Téhéran. Un mot, Kiad Abibian, puisque vous êtes iranien. Ça avait plutôt bien commencé, puisqu'on a vu d'ailleurs des scènes de liesse en Iran. J'imagine que vous étiez en contact, vous, avec des Iraniens sur place au moment de l'annonce. Les scènes de liesse de la population ? Oui, qui étaient parce que justement, il y avait une trêve.
Non, je pense que les Iraniens, ça fait longtemps qu'ils sont torturés et abandonnés par beaucoup de gens dans ce monde, que ce soit par le gouvernement de la République islamique, que ce soit par Israël, les États-Unis, l'Europe. Tous ont décidé que les Iraniens ne valaient pas la peine d'être défendus dans ce monde. Ça fait des mois que les Iraniens se réveillent chaque jour avec l'annonce d'une nouvelle pendaison. Donc il n'y avait pas eu une sorte de soulagement au moment de l'annonce de la trêve. Pour les partisans du régime, peut-être. Alors évidemment, au vu des déclarations de Donald Trump, il y avait une inquiétude qui grandissait. Mais là, parce qu'il avait menacé de détruire la civilisation. Enfin, vraiment, oui, tout à fait. Mais en même temps, on a une République islamique qui les menace de mort matin, midi et soir, qui a dit à multiples reprises qu'ils allaient venir les chercher chez eux. Donc la question, c'est que va faire cette population ? Elle se retrouve coincée une nouvelle fois avec un groupe certes affaibli internationalement, mais toujours lourdement armé, qui les menace. Et silence radio sur la scène internationale. Benjamin Netanyahou, Donald Trump, tous avaient parlé de la société civile dans leurs premières allocutions. Où est-ce qu'elle est passée dans ce monologue qui a duré presque 10 minutes de la part de M. Netanyahou? Où est passée la société civile dans les mots de Macron qui pense que la paix est revenue au Moyen-Orient? La paix pour qui? Pour 92 millions d'Iraniens qui sont menacés de mort? Donc moi, ma question, c'est qu'est-ce qu'on fait pour eux? Vous avez perdu espoir, en tout cas, là. Moi, j'ai toujours espoir en la population. J'ai toujours espoir en elle, mais il faut l'écouter. Il faut l'aider. On ne peut pas éternellement dire à la population iranienne « on ne sait pas comment vous aider, on a des leviers, mais on ne sait pas trop comment les utiliser » et invoquer toujours le droit international. C'est ces mêmes leviers qu'on refuse d'utiliser. Donc il faut les activer pour permettre à la population d'arriver à ce but-là. David Rigoulet-Rose, pour justement sur cette trêve annoncée par Trump avec l'Iran, on voit, et Siavash Ghazi nous le disait, qu'elle est très fragile, qu'elle est même menacée justement parce qu'il y a eu ces frappes très importantes d'Israël au Liban, que là, l'Iran, d'après Siavash Ghazi, pourrait finalement ne pas participer à ces négociations qui doivent avoir lieu demain au Pakistan, donc une délégation iranienne et une délégation américaine avec un médiateur qui est donc Islamabad, le Pakistan. Est-ce qu'on peut dire que... Comment voyez-vous les choses? Vous pensez que la trêve est véritablement c'est terminé ou il y aura quand même des négociations? Ce n'était pas une trêve totale, hein, puisqu'il y a eu des frappes, pas seulement au Liban, mais il y a eu des frappes de part et d'autre dans le Golfe, à la fois visant les pétromonarchies et même... juste après l'annonce de la trêve. Et même en Iran, même, hein, sur l'île de Syrie notamment, etc. Donc, alors on peut gloser sur les causes de ces frappes, puisque le Pete Hegseth a ironisé sur le fait qu'il fallait peut-être envoyer des pigeons voyageurs auprès des différentes régions des passes d'Aran pour leur dire qu'il y avait un accord de cessez-le-feu. Mais sur le fond, le problème demeure entier. De toute façon, on voit bien que rien n'est réglé. D'autant plus que les versions qui ont été annoncées, les 10 points en question, il y a une version en farsi et une version anglaise. Ce ne sont pas les mêmes. Et même l'administration Trump entretient la confusion d'ailleurs là-dessus. En disant que ce n'était pas le bon plan, ce n'était pas le plan prévu, le fameux plan 10 points de l'Iran. Ça ne se présente pas très bien quand même. Et puis il y a le formatage des délégations qui n'est pas fixé. Initialement, du côté américain, on avait envisagé que ça puisse être J.D. Vance, ce que demandaient les Iraniens, justement, plutôt que justement le gendre et Witkoff. Et puis du côté iranien, c'est pas plus défini, puisque il y avait Khalibaf, qui était le président du Parlement, qui était pressenti. Manifestement, ça fait pas consensus dans la partie iranienne, parce qu'en réalité, c'est le reflet des tensions au sein du Nizam, du système iranien, où tout le monde n'est pas sur la même ligne. Donc, il y a quand même beaucoup d'hypothèques quand même sur, on va dire, un déroulé vertueux du processus en cours. On apprend à l'instant, en tout cas, la Maison-Blanche dit que l'Iran a accepté d'ouvrir le détroit d'Ormuz. Donc, c'est évidemment en contradiction avec ce qu'on entend dire, ce qu'on a vu quand on a écouté aussi notre correspondant. Ce n'est pas très clair. On va écouter Pete Hegseth, parce qu'il a donné une conférence de presse cet après-midi, le chef du Pentagone. Il était très triomphaliste. Au cours de la vague de frappes de la nuit dernière, qui a totalisé plus de 800 frappes, nous avons fini de complètement détruire la base industrielle de défense de l'Iran, un pilier essentiel de l'objectif de notre mission. Le peu qu'il leur reste, enfoui dans des bunkers, est tout ce qu'ils auront. Ils peuvent encore tirer, nous le savons. Leur système de commandement et de contrôle est tellement décimé qu'ils ne peuvent plus vraiment communiquer ni se coordonner. Ils pourraient donc encore tirer ici et là, mais ce serait très très imprudent. En revanche, ils ne peuvent plus fabriquer de missiles, de roquettes, de lanceurs, ni de drones. Leurs usines ont été rasées, ce qui constitue un recul historique.
Guillaume Lasconjarias. Alors quand on entend Pitexet et quand on entend Benyamin Netanyahou, l'Iran est quand même extrêmement affaibli. Comment l'évaluer justement cette faiblesse iranienne, si c'est le cas? En planification militaire, on commence toujours par ce qu'on appelle une sorte de planification à froid. Et la première chose que l'on fait, c'est quand on prend les plans, on essaye de savoir à peu près c'est qui l'ennemi. C'est-à-dire notamment quel est son centre de gravité. Le centre de gravité, c'est le lieu à partir duquel vous allez pouvoir, en pressant dessus, finalement obtenir par effet de cascade que le reste s'effondre. Là, le problème, c'est que ce centre de gravité, on ne l'a jamais totalement identifié. Et résumé par on a détruit les sites de missiles, on a détruit quelques lanceurs. Ok, on a détruit des vecteurs, on a détruit des moyens, on n'a pas détruit la volonté et on n'a pas détruit finalement. Je suis très étonné quand on écoute Exet de dire voilà, on vient enfin de frapper la base industrielle et technologique de défense. Ok, ça fait 38 jours que ça a commencé. C'est pas une découverte que les Iraniens étaient en train de continuer à fabriquer et des drones et des missiles. Donc on peut s'interroger. Ils ont encore cette capacité. Oui, alors et ils l'ont encore, à mon avis, performé. C'est-à-dire que il faut. La première loi de la guerre, c'est d'essayer de ne pas prendre son ennemi pour quelqu'un de plus stupide qu'il n'est. Et là, on a une espèce de projection sur triomphaliste, parce que j'ai presque envie de dire, en écoutant Exet, en écoutant Trump, en écoutant Netanyahou, mais aussi en écoutant les Iraniens, tout le monde a gagné. Mais alors, si tout le monde a gagné, pourquoi est-ce qu'on en est encore dans une situation de patte stratégique? Pour moi, d'un côté israélien, comme du côté américain, on est dans une forme de myopie stratégique, c'est-à-dire qu'on n'a pas une idée claire de ce que l'on veut réellement obtenir. On est même d'ailleurs dans une forme de dissociation entre ce que veut Israël, ce que veulent les États-Unis, et puis au milieu, l'Iran qui mène, hélas, son jeu. Et je rejoins totalement ce que disait Kian, à savoir qu'il y a quand même un gros effet collatéral là-dedans, c'est que vous avez une population à qui, finalement, on a dit tout et son contraire, ce qui d'ailleurs risque d'être un vrai sujet parce que si demain on arrive à une forme de paix, je termine là-dessus, cette population, elle reste seule, et c'est peut-être elle qui, in fine, à force de se soulever, fera tomber le régime, mais au bout de combien de milliers, de centaines de captures, de pendaisons, enfin, au prix de quelle souffrance, littéralement. Georges Malbruno, alors la Maison-Blanche toujours dit que l'Iran a accepté les propositions de cessez-le-feu. Donc voilà, donc ça c'est le dernier communiqué de la Maison-Blanche. Netanyahou donc qui déclare que la trêve ne marque pas la fin de la campagne contre l'Iran. Donc là, il y a cette trêve quand même américano-iranienne, même si elle est très fragile. Et puis il y a cette volonté, on voit bien, de Benyamin Netanyahou de poursuivre la guerre contre le Hezbollah avec un maximum de frappes aujourd'hui et qui manifestement ne suffisent pas. Donc on est quand même déjà dans deux objectifs différents. Non, mais qu'il y ait des incidents graves après cette trêve temporaire entre deux ennemis qui font la guerre depuis 40 jours et qui ne s'aiment pas et vis-à-vis desquels il n'y a pas de confiance, c'est assez normal. On va voir si Donald Trump, justement, va pouvoir un petit peu réfréner les ardeurs belliqueuses de Benyamin Netanyahou, parce que je crois qu'il y a une hypothèse qui est assez vraisemblable, c'est que Benyamin Netanyahou sache finalement, n'étant pas excessivement satisfait du résultat de cette guerre, parce que le régime iranien est encore là, et on en parlera probablement, il a moins cédé que les États-Unis, Netanyahou, en frappant très 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 fort, comme vous l'avez dit, le plus fort depuis le début de la guerre, le Liban, cherche à obtenir que l'Iran rompe le cessez-le-feu, et c'est ce que vient de nous dire Siavosh Ghazi, on n'en est plus très loin. Donc je pense que la partie là est entre les mains de Donald Trump, qui va essayer de réfréner Benyamin Netanyahou, parce que je pense que Trump... Il essaye de rétablir en fait tout de même cette possibilité de cessez-le-feu. Que la guerre qu'Israël mène au Liban reste dans des proportions acceptables pour l'Iran, de manière à ce que demain, il y ait un début des négociations directes. Mais il faut pas s'étonner de tous ces incidents, parce que on s'étonne que effectivement rien n'ait été réglé, mais rien ne pouvait être réglé. D'une part parce que les États-Unis et Israël ont mal ficelé leur affaire, et d'autre part, ce qui va se jouer au cours des 15 prochains jours, je ne sais pas si ça va marcher, mais à la fois pour l'Iran comme pour les États-Unis, c'est on solde 47 ans d'inimitié. Les Iraniens ont bien dit, nous, on veut un cessez-le-feu
non pas temporaire, mais permanent. Alors, ils sont revenus hier sur cette exigence. C'est la seule concession qu'ils ont faite en échange d'une réouverture un petit peu du détroit d'Ormuz. Et côté américain, quand on entend Trump, malgré tous ces propos incohérents, il dit, moi, je veux en finir une fois pour toutes. Alors, il n'y est pas arrivé militairement. Ils vont essayer de solder les comptes. Simplement, les comptes sont extrêmement difficiles parce qu'il y a 47 ans d'animosité, il y a le nucléaire, il y a le balistique un petit peu, mais c'est ce vers quoi on s'achemine à Islamabad. Et pour le régime iranien, parce qu'on parle beaucoup des États-Unis, mais on se penche pas assez quand même sur comme ça a bien été dit, il faut toujours connaître son ennemi lorsqu'on veut le combattre. Le régime iranien a une priorité, c'est la levée des sanctions. Parce que cette levée des sanctions, elle lui assure une survie. Or, cette survie, elle est assurée aujourd'hui, mais pour quelque temps. Parce que, comme vous l'avez dit, demain ou après-demain, plutôt après-demain, parce que demain c'est un peu trop tôt, les Iraniens retourneront dans la rue. Sauf si il y a une levée des sanctions et qu'il y ait de l'argent, etc. Alors ça, c'est un scénario idéal, mais c'est ce vers quoi veut aller le régime iranien. Est-ce que les États-Unis iront jusque-là? Je n'en sais rien, mais c'est ils ont besoin d'argent pour reconstruire et aussi pour apaiser cette colère qui est sous-jacente. Kana Bibiane, justement, sur ce que demande le régime iranien aux États-Unis, lever des sanctions en particulier. Quelle est votre analyse, vous? Évidemment qu'ils vont demander la levée des sanctions parce que l'économie est détenue par les gardiens de la Révolution. C'est 70% de l'économie qui leur appartient. L'analyse qui est faite, c'est un peu l'analyse de la France et de l'Europe comme si on était en 2015. La levée des sanctions ne va pas régler le moindre souci parce que l'économie est complètement cassée en Iran. La monnaie iranienne s'est effondrée. Donc en fait, quand bien même d'un point de vue économique, on enlève des sanctions, comment est-ce qu'on relance une économie lorsque la monnaie ne vaut pas grand-chose? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point... On peut exporter du pétrole. On peut exporter du pétrole, d'accord. Mais pour relancer une économie, il faut aussi le soutien d'une population qu'ils n'ont pas. On ne peut pas faire des promesses économiques à nos partenaires dans la région sans avoir des gens qui sont prêts à mettre la main à la pâte. Donc, au vu de ce qui s'est passé, c'est évident que le régime va vouloir survivre. C'est leur spécialité. Toutes les dictatures cherchent à survivre. Donc, ils vont proposer absolument tout ce qui est sur la table. Ils l'ont déjà fait par le passé, avec des accords avec la Chine, sur des ressources, sur des îles. Donc, ils vont continuer avec cette méthode. Le problème, c'est que ça n'a aucune viabilité, parce qu'ils n'ont ni la légitimité, ni le soutien logistique ou structurel derrière pour pouvoir le maintenir. En tout cas, c'est eux qui négocient avec les États-Unis. Là, on apprend donc toujours de sources de la Maison-Blanche que les États-Unis et l'Iran vont donc négocier, discuter au Pakistan, comme c'est prévu, mais ça sera samedi et non plus demain. A priori, il y a des négociations. Enfin, peut-être que les délégations vont arriver demain, mais en tout cas, voilà, ils parlent de samedi sur des négociations. David Rigoulet-Rose, donc on a vu qu'il y avait ce plan en 10 points des Iraniens, un plan en 15 points des États-Unis. Donc il y a effectivement cette levée des sanctions qui fait partie de ce que voudrait Téhéran. Et les États-Unis, ça va être quoi véritablement? Il y a ce détroit d'Ormuz, ça on sait qu'ils y tiennent, l'ouverture du détroit d'Ormuz. Oui, et puis le nucléaire. Donc c'est toujours ces 440 kilos d'uranium enrichi. Est-ce qu'ils laisseront les Iraniens pouvoir justement enrichir de l'uranium tout en n'ayant pas la bombe? Parce que ça aussi, ça rentre dans les négociations. Pour le Détroit, c'est paradoxal parce que, soi-disant, Donald Trump, ça ne l'intéressait plus. C'était plus un problème pour lui, puisque de toute façon, ils étaient producteurs. C'est un problème pour les autres. Puis finalement, c'est quand même un problème pour lui. On voit que c'est vraiment au centre, là. Quand même, bah oui, objectivement, c'est un problème pour tout le monde et pour lui aussi. Donc, alors, la question du nucléaire, c'est un peu différent parce que là, c'est vraiment le problème de fond. Il se trouve que le Détroit, il a été fermé parce qu'il y a eu la guerre. Sinon, il n'était pas fermé. La question du nucléaire, en revanche, elle est préexistante et c'est un problème de fond et qui ne sera réglé définitivement, comme Raphaël Grossi l'a dit, qu'à partir du moment où il y aura un accord au long cours. Et une guerre suffira pas à le régler. Mais la vraie question, elle est qu'est-ce que les Iraniens vont être prêts, enfin le régime iranien va être prêt à faire là-dessus? Parce que c'est une ligne rouge de toute façon, c'est 440 kilos, ils ne peuvent pas rester en Iran. C'est pas possible. Et donc l'idée, c'est d'exfiltrer ces 400, enfin de négocier une exfiltration de ces 440 kilos de nucléaire. Ça suppose un accord de l'Iran, forcément. Ça va passer, on n'ira pas les chercher. C'est pas possible, c'est trop compliqué. Et donc c'est là où on va rentrer dans le dur, parce que c'est le fond du problème depuis le début. Du côté iranien, ça a toujours été, depuis toujours, la levée des sanctions. Même avant la guerre, enfin, ça a toujours été ça. Et du côté américain, Trump n'aurait pas lancé l'opération s'il n'y avait pas ce problème nucléaire.
c'est clair. Alors, il l'a fait à sa manière, qui est erratique, chaotique, mais c'est une question centrale. Il a sous-estimé l'adversaire. Ah oui, ça c'est incontestable. Ouais. Mais il ne comprend pas la culture iranienne. Mais cette question des 440 kilos est centrale. Le conflit ne pourra pas s'arrêter s'il n'y a pas un règlement sur ce problème. Guillaume Lascongéras, on apprend que c'est une délégation américaine emmenée par J.D. Vance ira au Pakistan pour les discussions samedi. Donc ça, c'est communiqué de la Maison-Blanche. Donc on sait un peu plus précisément. C'est ce que souhaitent les Iraniens, Guillaume Lascongéras, que ça soit J.D. Vance qui aille. C'est plus important que si c'est simplement Steve Witkoff et Jared Kushner. Donc manifestement, ça, ils l'ont obtenu. Comment voyez-vous les choses, vous qui êtes un spécialiste de la sécurité? Ça peut aboutir, le fait qu'ils aient décalé à samedi, est-ce que ça veut dire que ça va être plus compliqué? Il y aura tout de même, elles vont avoir lieu. D'ailleurs, on va regarder la une d'un journal au Pakistan. C'est intéressant de voir que le Pakistan, c'est ce médiateur et que eux l'ont vu comme une victoire que de devenir médiateur dans ces négociations. C'est la une d'un journal en anglais. Voilà, Pakistan saves the whole civilization. Le Pakistan sauve toute une civilisation. Ça fait référence bien sûr au tweet, à la communication de Donald Trump sur son réseau lorsqu'il a parlé d'éradiquer toute une civilisation. Voilà. Donc le Pakistan en fait joue ce rôle de médiateur et ça aussi c'est important. Il y a trois choses en fait. La première, c'est que le fait qu'il y ait des négociations ouvertes, ça a été dit, ça ne veut pas dire que c'est la paix. C'est une suspension, c'est une trêve avec des risques qu'elle soit très largement ébréchée. C'est déjà le cas, on peut le dire. Oui, mais il faut aussi rappeler que plusieurs fois dans l'histoire militaire mondiale, on peut avoir une guerre qui continue et des négociations qui d'ailleurs évoluent au rythme des aventures et des succès militaires des uns ou des autres. Alors, ça va renvoyer les spectateurs à très 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 loin, mais ce qui a solutionné le futur de l'Europe pendant longtemps, c'est ce qu'on appelle les traités de Westphalie au XVIIe siècle. Ils commencent en 1640. Ils vont s'achever en 1648 et en fait on commence à négocier à partir de 1643-1644 pendant 4 ans. Et pendant ces 4 ans, il n'y a pas eu de cessez-le-feu, on a continué à se faire la guerre. Donc en fait on peut très bien avoir, surtout si le fond c'est le nucléaire, ça pose ce genre de problème. La deuxième chose, c'est le fait que les Américains soient emmenés par J.D. Vance. C'est probablement une volonté déjà d'être avec quelqu'un qui, suivant les indiscrétions du New York Times, était plutôt contre cette aventure militaire et qui risque de pondérer l'amateurisme et de Witkoff et de Kushner. Ça, c'est à mon avis un élément à prendre en compte. Et puis aussi, c'est quelqu'un avec probablement, les Iraniens sont peut-être plus satisfaits de parler parce qu'ils ont eu l'impression de s'être fait en pop-outer, pardonnez-moi l'expression, par ce qui a eu lieu à Oman au mois de février. Puis, troisième élément, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on assiste à l'émergence d'un acteur régional, le Pakistan, qui est en plus, il faut quand même le rappeler, dans le monde, la seule puissance musulmane nucléaire. C'est donc sunnite, pardon. Sunnite. Et donc, c'est un point essentiel. C'est donc un acteur régional qui connaît très bien l'Iran, qui a pris dès le début aussi attache avec l'Arabie Saoudite. Et donc, finalement, on a des leviers. Georges Malbruno le saura encore mieux que moi, là, pour le coup. Mais on a des leviers qui changent et des axes d'effort qui se restructurent aussi. C'est-à-dire qu'on est probablement aussi, alors il ne faut pas parler de nouvelle ère, mais dans des transformations, dans des lignes de force qui probablement vont basculer. Georges Malbruno, alors on apprend là que le Liban donc, ne fait pas partie de ce cessez-le-feu, ça c'est encore la Maison-Blanche qui le dit, mais qu'en revanche il y a tout de même des discussions sur le Liban, justement dans le cadre de cessez-le-feu. Voilà. Ça fera partie de tous les dossiers qui seront sur la table, parce que si vous prenez la liste des 10 exigences iraniennes, il y a effectivement, et la liste aussi des exigences américaines, l'un veut la fin des proxys, l'autre veut la fin de l'agression, entre guillemets, israélienne. Donc tout va être négocié. Ce que je veux dire, sur le nucléaire, c'est vrai que ça a été le différend historique, mais les Iraniens, le régime iranien s'est rendu compte depuis 4 semaines que le nucléaire n'a pas servi à grand-chose, n'aura jamais apporté une dissuasion comme aujourd'hui l'a apporté le blocage du détroit d'Ormuz. Et on sait tous qu'il y a des scénarios qui ont été envisagés, etc. Et en février, lorsqu'on négociait
à Oman et à Genève entre Américains et Iraniens, il y avait peut-être une possibilité justement de transfert. On parlait d'un consortium régional. Donc je crois que le nucléaire, on s'est beaucoup focalisé à juste titre, mais le vrai enjeu et la vraie pomme de discorde sera probablement ailleurs sur d'autres dossiers, parce qu'il y a les missiles balistiques dont il faut restreindre la portée. Et puis je vous dis encore une fois, pour l'Iran, c'est la levée des sanctions. Parce que s'ils n'ont pas la levée des sanctions, vous avez entendu Benyamin Netanyahou, dans 6 mois, ils se reprendront, vous me permettrez l'expression, des pruneaux, comme ils s'en sont pris en juin et ils en ont pris récemment. Donc, et ils veulent clore le dossier. Et donc là, effectivement, on va rentrer dans les négociations qui elles seront dures, ces négociations, en tout cas. Difficiles, mais ça va être la première fois que vous allez avoir un vice-président américain, J.D. Vance, face à Mohamed Bakr Khalibaf, qui est quand même une figure du président du Parlement. Président du Parlement. S'il y va. Mais je pense que les Iraniens ayant accepté la négociation, s'ils envoient Abbas Araghchi une nouvelle fois, qui est un ministre des Affaires étrangères tout à fait compétent, moins dur que le président du Parlement. Non, c'est pas une question d'être moins dur, c'est une question qu'il n'était pas au command, c'est pas un gardien pur et dur. Khalibaf est un gardien pur et dur, a le contact plus facile avec ceux qui ont fait la guerre là. Donc voilà, donc là on va avoir si ce duo se rencontre, là on sera justement, ce sera à la hauteur de l'enjeu qui est considérable, qui est historique. Je ne sais pas s'ils y arriveront, ça me paraît compliqué, mais en tout cas, ce sera intéressant de voir samedi qui est en face de qui. Qui est en face de qui samedi. Alors autre acteur, on parle du Pakistan, la Chine qui manifestement a déjà participé aussi à une forme de médiation dans ces négociations. Et on apprend à l'instant que les États-Unis et la Chine ont eu des discussions à haut niveau. Ça, c'est aussi sourcé la Maison-Blanche. David Rigoulet-Rose, vous n'êtes pas surpris? On dit beaucoup que la Chine commençait aussi à essayer de participer d'une manière ou d'une autre, à faire pression un peu sur l'Iran pour qu'elle négocie. Oui, on sait que l'Iran est un partenaire de la Chine. Il y a un accord. Mais pour l'instant, on ne la voyait pas, cette Chine. Parce que les Chinois sont toujours discrets, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne sont pas influents. C'est justement, on a tendance un peu à surmédiatiser l'efficacité d'un acteur. En l'occurrence, ils ont participé effectivement juste à la fin. Ils ont mis la pression vraisemblablement pour qu'il y ait cette annonce 2 heures avant, avec justement pour finaliser l'accord. Ils sont principalement intéressés, même s'ils peuvent tenir sur le plan des hydrocarbures, ils ont fait des réserves, ce qui n'est pas le cas des pays autour, c'est le problème. Et on voit déjà les impacts sur l'Asie du Sud-Est. Mais ils souhaitent ces négociations. En fait, oui, d'abord, les Chinois ne souhaitent pas une bombe iranienne. Ni Moscou d'ailleurs, paradoxalement. Ce qui n'empêche pas d'aider les Iraniens par ailleurs, parce qu'il y a un partenariat stratégique qui a été signé en 2021, de février de mémoire, justement sur 30 ans, avec des avantages pour les Chinois, etc. Et effectivement, les Chinois ont un rôle important, mais un rôle dual, parce qu'ils ont aussi des relations très importantes avec l'Arabie Saoudite, qui est leur premier fournisseur. Donc on voit que toutes les pièces s'imbriquent, évidemment. Et il va falloir tous ces acteurs pour que ça finisse par aboutir. Oui, mais là, de toute façon, avec ce qui vient de se passer, c'est une phase où il y a un solde des comptes. Voilà. On solde des comptes qui sont très lourds. Après, la manière dont ça va être soldé, c'est difficile de le présager, mais incontestablement, c'est un moment charnière, comme il ne s'est pas présenté depuis 4 décennies, où on essaie de solder des comptes qui sont un passif qui est très très lourd. Très lourd. Oui. On apprend aussi, toujours source Maison-Blanche, que l'OTAN, il fallait aussi qu'il parle de l'OTAN, a été testé et ils ont échoué. Guillaume Lasconjaria, ça c'est une question pour vous, qui avait écrit beaucoup sur l'OTAN. On y revient toujours, donc voilà. Donc, les alliés de l'OTAN, de toute façon, ne sont pas au rendez-vous. Non, et c'est une très mauvaise nouvelle parce qu'au sommet, il y a un sommet qui se profile à Ankara en juillet prochain. Un sommet pour lequel on a 2 interrogations. Un, déjà, c'est quoi l'agenda? Pour l'instant, et c'est rare à ce niveau-là, on n'a toujours pas d'agenda et de discussion fixée. Et on n'est certainement pas certain que Trump vienne. Donc ça, et Mark Rutte est avec Trump aujourd'hui. Il a fait le déplacement à Washington, le secrétaire général de l'OTAN. Il est retrouvé daddy, comme on dit. Mais, parce que c'est comme ça que ce besoin. Mais réellement, aujourd'hui, on va à nouveau retrouver une marotte de Trump. Si on peut mettre un taquet aux Européens, mettre un taquet à l'OTAN en disant « vous avez été testé », alors qu'en réalité, il n'y a pas besoin de tester l'OTAN, puisque ce n'est pas sa zone d'exclusion, ce n'est pas sa zone d'intervention. Donc en fait, on confond à peu près tout, mais ça peut traduire pour les Européens et pour la sécurité collective européenne des transformations
qui sont déjà en train de se dessiner, qui, collectivement, doivent nous inciter aussi à réfléchir. Qu'est-ce que l'on fera sans l'OTAN? Qu'est-ce que l'on fera sans les Européens? Dans les États-Unis, dans l'OTAN. Tout à fait. Dernière urgence qui vient de nous parvenir, c'est que l'Iran donc aurait indiqué à la Maison-Blanche, c'est toujours la Maison-Blanche qui le dit, qu'il rendrait ce fameux uranium enrichi, donc ces 400 kilos d'uranium enrichi. Je voudrais que vous ayez le dernier mot, Kiana Bibiane. Quand vous entendez tout ça aujourd'hui, en fait, quelle est votre analyse? Comment vous voyez les choses? Donc, ça peut avancer tout de même, ces négociations. Il y a une chance. Comme on parle de solder tous les comptes, ça va être compliqué. Plutôt qu'une réaction ou une analyse, j'ai des questions. Ma question, c'est qu'est-ce qu'on va dire aux Iraniens? Qu'est-ce que je dois dire à ma famille? Tout ça pour ça? Des milliers de gens massacrés début janvier, des milliers de gens qui sont morts sous les bombes, des milliers de personnes qui ont été massacrées pendant 47 ans, pour ça? Pour qu'au final, ça se solde par un accord entre des grandes puissances et qu'on oublie qu'il y a des millions de personnes qui vivent en Iran et qui ne savent toujours pas quoi faire? Moi, j'ai plus de questions que de réponses à vous apporter, sincèrement. Et peut-être que c'est un peu trop sensible comme approche, mais bon, au final, je suis activiste pour les droits de l'homme, donc je me préoccupe juste de la société civile. Donc je veux savoir qu'est-ce qui va leur arriver. Personne n'a répondu à cette question. Personne n'a dit ne serait-ce qu'un seul mot pour eux. Qu'est-ce qui va arriver à tous ces enfants? Donc j'aimerais vraiment savoir. J'adorerais vous apporter une réponse, mais malheureusement, j'en ai pas à vous donner aujourd'hui. Il pourrait y avoir une paix durable à un moment donné, Georges Malbruno, vous pensez? Là, c'est vraiment très lointain. On n'est pas à la paix durable. Vous savez que c'est comme entre Israéliens et Palestiniens. Là, c'est encore, je dirais, c'est à la fois plus compliqué et peut-être moins compliqué. Mais non, aujourd'hui, on est, comme ça a été dit, comme je l'avais dit, on va essayer, au sortir d'une guerre, la première depuis 47 ans, d'animosité profonde, d'essayer de sortir de cet état de guerre par un grand déballage pour ajuster les positions. Est-ce que l'Iran va faire monter les enchères pour obtenir la levée des sanctions qui est son assurance vie? Dans quelle mesure les États-Unis et leurs alliés seront prêts à répondre positivement à cette demande? Parce que je pense quand même que je maintiens, lever les sanctions, c'est relancer une machine, et une machine qui est quand même 3 millions de barils par jour, ça fait 70 millions de dollars, milliards de dollars chaque année, et donc relancer une machine iranienne dont ses voisins du Golfe avaient peur sous les sanctions. Donc vous pouvez imaginer, sans parler d'Israël, que si jamais un jour les sanctions sont levées, c'est un Iran qui repartirait, comme c'était reparti un peu après 2015. Mais toujours terroriste. Et donc, effectivement, et le peuple iranien serait encore une fois, une grande partie du peuple, le grand oublié dans cette affaire. Merci Georges Malbruno, Kiana Bibiane, David Rigoulet-Rose. Merci Guillaume Lasconge-Arias d'avoir participé à cette émission. Je vous retrouve demain pour un nouveau débat.